Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 22e et dernière étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 4, dédié aux hémisphères cérébraux. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. Dans l'étape précédente, nous avons abordé des aspects méconnus de la glande pinéale, ce qui nous a permis de rappeler que si cette glande est magnétique, elle est également magnétisable, autrement dit, sensible à la manipulation et à la distorsion. Et en présence de résidus de mémoire, c'est un peu comme si des bouts de film se projetaient en boucle sur un écran et plongeaient le spectateur dans une forme d'hallucination ou d'hypnose. Ce phénomène va donc créer une distorsion par rapport au réel, avec deux cas de figure. Soit l'être traverse son existence comme un somnambule, dans une forme d'hébétude et de brouillard mental, soit il vit sa vie sans la comprendre, au travers d'expériences qui n'ont aucun sens pour lui, mais qui peuvent s'expliquer à travers ce phénomène. On pourrait dire que c'est la définition même de l'inconscience. Mais c'est pourtant ce que vivent la plupart des êtres humains, jusqu'à ce que l'esprit vienne frapper à leur porte pour les sortir de cet état hypnotique. Cette avant-dernière étape nous a également amené à parler de l'argent, un sujet central pour toi et qui est au cœur de ton activité d'entrepreneuse. Nous avons ainsi pu voir le lien entre dette financière et dette karmique et proposer 4 principes clés pour sortir de la domination de l'argent. Maintenant, je m'adresse bien sûr à toi, Léa, mais aussi à tous nos auditeurs. Tout au long de ce voyage, vous m'aurez beaucoup entendu dire à quel point le processus est intelligent. Et si j'insiste autant sur ce point, c'est parce que l'intelligence est la signature de l'esprit. Et qu'en répétant cela, je fais appel à l'esprit en vous, afin que le contact puisse s'établir durablement. Et si vous savez de manière absolue que le processus est intelligent, la partie de vous qui doute va exploser. Si vous savez de manière absolue que c'est intelligent, la partie de vous qui a peur va battre en retraite. Si vous savez de manière absolue que c'est intelligent, alors vous êtes en capacité de traverser ce processus dans son intégralité avec tous ses inconforts pour sortir finalement du tunnel. Et il n'y a rien de pire, à mon sens, que de consacrer de l'énergie à une œuvre qui fondamentalement n'est pas intelligente et ne nourrit pas la partie la plus élevée de vous-même. Et ce processus est si subtil dans ses moindres détails qu'il m'a été montré 2 choses. Le voyage a commencé avec le baume sonore numéro 18 et se termine aujourd'hui avec le baume sonore numéro 4, 18 et 4, 22, qui est le nombre total d'étapes. D'autre part, le 18 correspond à la lame de la lune dans le tarot et le 4 à la lame de l'empereur. Ce voyage t'a donc conduite d'un état lunaire, non ancré et fortement émotionnel, à un état solaire, ancré et beaucoup plus centrique, à l'image de l'empereur qui symbolise le souverain dans sa demeure. Alors tu vois Léa, à ce stade, ça montre qu'il existe non seulement une profonde intelligence, mais aussi un ordre, une harmonie et une perfection au cœur de toute chose. Nous voici donc arrivés au terme de cette année de voyage qui s'achève aujourd'hui avec le baume hémisphères cérébraux. Alors, que s'est-il passé pour toi avec ce baume sonore ? Oui, une fin de voyage marquée par un beau bouquet final et d'ailleurs quand je t'ai écrit mon petit topo, le feu d'artifice de la Saint-Jean-Baptiste qui est la fête nationale du Québec battait son plein à côté de chez moi. Donc c'était festif et joyeux de t'écrire. Donc vraiment pour moi, c'était une fin de cycle. La semaine d'écoute était marquée par plusieurs événements. Donc je suis descendue à Montréal
dans l'idée de faire une surprise à mon amoureux qui revenait de France pour aller le chercher à l'aéroport. Et à cette occasion, j'étais hébergée chez un ami très cher qui s'appelle Rostan, et c'était vraiment un week-end très très riche. On a eu des conversations extrêmement profondes, philosophiques, vibratoires, je dirais même. Et j'ai même senti que le fait d'être chez lui était comme un soin. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse et un intérêt pour vraiment les sagesses de plein de cultures différentes, égyptiennes, mayas, arabes, bref, c'était vraiment passionnant. Donc j'ai passé un week-end qui m'a beaucoup nourrie. Et après ça, donc, je suis allée chercher Alexis à son arrivée. Donc, c'était vraiment de belles retrouvailles. On est remonté au Saguenay. Et cette même semaine, j'ai aussi récupéré mon fils après 2 mois. Donc, il y a eu vraiment des moments d'échange, d'amour, de tendresse avec ces 3 hommes. Et à travers ça, en lien avec les hémisphères du cerveau, donc des discussions que j'ai eues justement avec Alexis où... En fait, j'ai eu un petit épisode de grande émotivité sur le sujet de l'école pour mon fils parce que les plans que j'avais en tête ne fonctionnent pas. Je voulais le mettre dans certaines écoles, une école alternative, puis une école privée, et ça ne marchait pas. Et donc là, je me suis retrouvée face à l'évidence que j'allais devoir l'inscrire à l'école publique qui, dans ma tête, depuis des années, était vraiment le pire choix et ce que je voulais éviter à tout prix. Et ça a fait remonter aussi beaucoup de peur, mais aussi beaucoup de tristesse et beaucoup de souffrances qui sont en fait mes propres souffrances par rapport à l'école et comment j'ai vraiment été... j'étais dans la surperformance, mais j'ai aussi énormément souffert dans le système. Et donc, il y avait un petit peu de projection de ma part. Et donc, il y a eu des discussions où j'étais vraiment en pleurs et je voyais Alexis me ramener un peu au réel et essayer de m'amener en fait à voir que tout n'était pas tout blanc, tout noir et que l'expérience que Jonah aurait serait parfaite pour lui. Mais c'est ça, j'étais traversée par une forme de doute et aussi par une forme de radicalité. En fait, je défendais mon point, avec cette espèce de double niveau où, sur le plan profond, je sens bien que c'est pas juste, en fait, d'être autant dans la colère et dans la radicalité. Mais en surface, j'étais vraiment prise avec cette espèce de rejet, de refus du système et de ce monde corrompu. C'est comme ça que je te l'ai nommé. Ce qui m'a fait beaucoup travailler justement sur les pensées que j'avais à ce sujet. Alors, j'ai vraiment pris note de ce topo que tu m'as envoyé point par point. Et la première chose qui est apparue pour moi, c'est que on peut voir que le baume prostate poursuit son œuvre en partenariat avec le baume des hémisphères cérébraux qui, pour information, représente aussi la complémentarité et l'équilibre des 2 principes, masculin et féminin. Or, durant cette semaine, tu vois que dans ces retrouvailles avec ton fils Jonah, ton ami Rostan et Alexis, ça montre une véritable harmonie avec le masculin, à différents niveaux. Ton fils, c'est une fontaine d'amour qui déborde d'amour. Rostan est un instructeur plein de sagesse. Et Alexis, c'est un partenaire posé, aimant, bienveillant, qui a envie de construire quelque chose. Et surtout, il est non émotif. Et tu avais besoin de ça. Alors que jusqu'ici, cette relation au masculin avait été assez insatisfaisante à travers la fameuse figure paternelle, eh bien, le masculin peut incarner aujourd'hui, dans ta vie, la sagesse, la maturité, la pondération, la stabilité. On pourrait dire que c'est le masculin solaire à son zénith. Mais en réalité, tout s'est joué en toi. Tout se joue toujours en toi. C'est toujours une histoire entre toi et toi. Donc, ce principe masculin est aujourd'hui harmonisé et il apparaît comme un support fiable et un allié précieux pour la femme que tu es. Non pas une béquille, mais un partenaire, un principe complémentaire. Alors, s'il y a encore des doutes ou une incrédulité que tu avais mentionnée sous la forme de « c'est pas possible que ça se passe bien, à un moment donné, ça va se gâter », eh bien, il y a là une difficulté à recevoir et à faire confiance, comme par rapport au milieu hospitalier, comme par rapport à l'école de Jonah. Donc, accueille ce qui est là, c'est tout. Maintenant, concernant l'école, c'est un sujet aussi intéressant, mais qui s'inscrit dans le prolongement de ton expérience lors de cette opération que tu as subie à l'hôpital. Dans ce que tu évoques, cette peur, cette défiance du système, il y a encore ici un espace de contrôle et de peur
qui rappelle celle que tu as pu ressentir, et puis tu l'avais parfaitement exprimée par rapport au milieu hospitalier. Et la question sous-jacente derrière, c'est: suis-je en mesure aujourd'hui de faire confiance totalement? Mais il ne s'agit pas de faire confiance au système. Faire confiance au système, c'est une délégation de pouvoir et tu perds ton centre. Donc, il ne s'agit pas de faire confiance au système, mais de ne pas en avoir peur, de ne plus en avoir peur, et de te faire confiance, de faire confiance à ton esprit, de faire confiance à l'esprit de Jonas. Et là, tu es dans ton centre et en maîtrise. Et rappelle-toi que c'est en lâchant le contrôle que l'on acquiert la maîtrise. Donc, comme toi, mais de manière différente, Jonas va vivre ce qu'il a à vivre. Et si, en tant que parent, et puis je sais un petit peu de quoi il s'agit, puisque j'ai 2 grands garçons moi aussi, il est évident qu'on recherche toujours le mieux pour nos enfants. Mais du point de vue de l'esprit, ce mieux n'a rien à faire de nos projections et de notre échelle de valeur. On a dit précédemment que si nous avons des limites, des principes et un certain code moral, l'esprit n'en a aucun. Il va donc utiliser tous les moyens disponibles pour manipuler l'énergie et les événements à des fins d'évolution, que ce soit pour toi, pour ton fils, pour acculer l'ego, le coincer dans l'angle du mur, pour son bien, entre guillemets. Donc, le bien que tu veux pour ton fils n'est pas forcément le bien qui est juste pour lui, du point de vue de l'esprit. Donc, tu fais de ton mieux, mais sans jamais être rivé à la vision de ce qui serait le mieux pour Jonas. Et fais-toi confiance. Et dans l'échange que nous avons eu avant d'enregistrer, je crois qu'il y a des choses qui se profilent par rapport à ce sujet. Oui, c'est drôle parce que j'étais avec des gens il y a quelques jours et on parlait de ça, du fait que Jonas va rentrer à l'école. Et il y a une maman qui m'a dit « Ah, mais l'école, oui, l'école Tandem, celle à laquelle tu vas aller, qui est juste en face de chez moi, là, qui est littéralement à 200 mètres. » Elle m'a dit « Mais c'est une super école, c'est la meilleure école publique de toute la ville. Il y a des gens qui veulent déménager dans notre quartier juste pour avoir accès à cette école-là. Le directeur, il est super allumé, il a des projets sportifs pour les enfants, des sorties, etc. » Donc là, je me suis dit « Ah !» Donc la clé, c'est pas de faire confiance au système, mais c'est de ne plus en avoir peur. C'est ça qui a explosé, Léa. Oui, il y a eu des explosions. Alors justement, on parle de bouquet final et de feux d'artifice. Donc il y a eu des courts-circuits. Moi, je sens vraiment ça. Et donc c'est drôle parce que oui, on parle d'hémisphères cérébraux et de courts-circuits mentaux. Mais ça m'a ramené aussi à une phrase d'Alexis qui m'a dit quand j'étais justement dans cette phase de doute. Et j'étais dans cette phase de doute aussi par rapport à ma relation avec lui parce que il est beaucoup plus jeune que moi et moi j'ai un enfant. Je me disais à quel moment il va prendre ses jambes à son cou et se dire oulala, dans quoi je m'embarque. Et pas du tout. Lui, il est très droit dans ses bottes. Et il m'a dit, Léa, c'est comme si tu avais du mal à croire que ça pouvait marcher. Et là, j'ai senti que ça a sauté dans mon cerveau. Ça m'a réveillée. Vraiment, j'ai eu un électrochoc. Et je me suis dit, mais c'est vrai. J'étais encore dans l'incrédulité. J'étais encore dans, comme tu dis, répéter ce schéma de... Dans le passé, ça a toujours bien commencé. Et ensuite, il y a eu une couille. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai, ça peut bien se passer. Je suis plus dans le même schéma. En fait, je suis plus soumise à ces forces-là non plus. Voilà. Donc, pour revenir aux baumes hémisphères cérébraux, on a dit dans l'étape précédente que c'était en quelque sorte pénétrer le disque dur qui renferme le programme d'origine, mais aussi tous les logiciels annexes, les malwares, qui entretiennent ce que j'appelle l'aliénation mentale de l'être humain. Or, durant cette semaine, tu as pu observer que ce soit dans tes échanges avec ton ami Rostan ou Alexis, tous ces échanges ont tourné autour des pensées. Donc, ce masculin est venu aussi t'interpeller durant cette semaine sur ce sujet pour t'aider à faire exploser de vieilles formes pensées. Et donc, quand tu évoques cet épisode où tu as eu l'impression de recevoir comme un électrochoc par rapport à cette incrédulité, eh bien, c'est un électrochoc mental. Il y a donc une mise à jour de tes pensées, de ton architecture mentale, de vieilles structures qui s'est jouée durant cette semaine à travers ces échanges. Et quand je parle de l'aliénation mentale, ça peut heurter les oreilles de nos auditeurs.
le mot n'est pas trop fort pour moi. C'est-à-dire que l'aliénation mentale de l'être humain, c'est finalement l'état ordinaire dont souffrent la plupart des êtres, qui sont considérés par ailleurs comme en bonne santé et sains de corps et d'esprit. Alors, quand je dis aliénation mentale, notamment en consultation, ça pique un petit peu les oreilles parfois, et on peut me dire, je suis quand même pas bonne à interner dans un hôpital psychiatrique. Non, parce que vous avez appris à fonctionner sur ce plan, mais pour autant, à partir d'un état qui est totalement aliéné, mais fonctionnel sur ce plan. Ceux qui sont internés ne sont plus fonctionnels, ils sont aliénés, mais dysfonctionnels. Mais vous pouvez être aliéné et fonctionnel, avoir un boulot, payer vos factures. La cause principale de cette aliénation est que l'être humain pense qu'il pense, alors qu'il est pensé. C'est-à-dire qu'il reçoit, par le truchement de son mental, un flot d'informations en continu dont il croit être à l'origine et auquel il s'identifie. Mais c'est pas parce que ça pense « je » dans la tête que c'est toi qui penses. En réalité, tu ne fais que capter et recevoir ces informations. Et il y a là, comme dans la glande pinéale, des sortes de patterns qui tournent en boucle, et typiquement la pensée que tout de suite c'est génial, mais à un moment donné ça va se gâter et ça va partir en cacahuète l'histoire. Tu vois ? D'où l'intérêt d'équilibrer et d'harmoniser les hémisphères cérébraux qui, comme la glande pinéale, sont extrêmement sensibles à l'envahissement, à la manipulation, aux illusions de toutes sortes, sans que l'être puisse véritablement réaliser ce qui se joue là dans son mental, à moins que sa conscience ne commence à s'individualiser. Et c'est pas parce que vous êtes un être spirituel soi-disant éveillé que vous êtes moins manipulable pour autant. Vous n'êtes pas moins aliéné pour autant. Parce que vous êtes subordonné à une très grande sensibilité et donc une grande émotivité. Et l'être spirituel, s'il reçoit de l'information dont il sait que l'information vient d'ailleurs, eh bien pour autant, il n'est pas capable de se mettre à distance de l'information qu'il reçoit et de la traiter de manière intelligente. C'est la grande différence entre l'être aliéné non spirituel et l'être aliéné spirituel. Donc, durant cette semaine, il y a vraiment une belle harmonisation à travers l'écoute de ce baume, non seulement par rapport à l'équilibrage des deux grands principes, mais aussi par rapport à l'actualisation de ton architecture mentale, avec des vieilles formes devenues obsolètes et qui implosent. Avant, j'étais conditionnée par le fait que tout ce qui va bien va tourner au vinaigre dans peu de temps. Là, ça a explosé. Bravo. Merci. Alors, par rapport au corps, comment ça s'est passé ? As-tu des ressentis particuliers pendant les écoutes ? Non, j'ai pas noté de ressenti particulier. J'ai senti par contre que les cicatrices de mon opération étaient un peu sensibles. J'ai eu quelques douleurs au ventre, je sentais que ça tiraillait. Et par ailleurs, c'était vraiment très interne en fait comme sensation. C'est vraiment comme si ça se jouait sur le plan de mes neurones. Donc c'est difficile d'avoir une sensation, mais je sentais une activité et un recablage si on veut. Oui, et notamment un recablage à travers cette idée de radicalité que tu as nommée dans ton débrief. Tu as nommé 3 choses intéressantes sur lesquelles j'aimerais bien qu'on revienne. Tu as utilisé le mot de radicalité, tu as utilisé le mot d'absurdité, c'est-à-dire l'absurdité du monde, et tu as utilisé une expression « monde corrompu », c'est-à-dire le fait d'être dans une radicalité face à l'absurdité de ce monde corrompu, tu vois, si je fais une synthèse. Concernant la radicalité, on a parlé dans l'étape 6 de la différence entre le contrôle et la maîtrise. Eh bien, tout comme le contrôle, la radicalité, c'est une rigidité mentale, un manque de souplesse mentale qui repose sur la non-acceptation et la colère. L'absurdité repose aussi sur la non-acceptation et une incompréhension. Est absurde ce qu'on ne comprend pas. Et le fait de ne pas pouvoir comprendre l'absurde le rend inacceptable. Je ne peux pas accepter
ce que je ne comprends pas, c'est absurde. Par exemple, l'idée que la Terre puisse être ronde est apparue totalement absurde à un moment donné. Et on a condamné des hommes pour ça, avec beaucoup de radicalité, de violence, de véhémence. En réalité, ce que nous considérons comme absurde, à un temps T, vient faire exploser notre vision subjective du réel. C'est ce que tu as vécu à travers cet électrochoc. Or, tu peux tout à fait accepter ce que tu ne comprends pas. Là où il y a une rigidité mentale, c'est lorsque l'être se refuse à accepter ce qu'il ne comprend pas. Mais la véritable acceptation passe par « j'accepte de ne pas comprendre ». C'est ça la véritable acceptation. Et l'acceptation te ramène à toi, dans ton centre, et elle t'unifie, alors que la non-acceptation te fragmente et te décentre. Et surtout, elle ne te donne pas accès à une compréhension éventuelle ultérieure, parce que bien souvent, la compréhension arrive après l'acceptation, c'est-à-dire après un lâcher-prise intérieur total. C'est ce qu'il y a derrière cette radicalité et cette difficulté à accepter ce qui est absurde. Maintenant, concernant l'idée de monde corrompu, c'est un sujet un petit peu comme l'argent dans l'étape précédente qui, chez moi, a vraiment ouvert des canaux. Et je dirais qu'il y a 3 niveaux de lecture. Et en fonction de là où vous en êtes, vous allez voir où vous vous situez à peu près là-dedans. Parce que ce monde corrompu a inévitablement un sens pour vous, quel que soit votre niveau de conscience du moment. Alors, 3 niveaux de lecture. Le niveau de lecture du point de vue de l'ego, qui est assujetti à sa mémoire, le niveau de lecture à partir du plan de l'essence et le niveau de lecture à partir du plan de l'être centrique. Alors, premier niveau de lecture, que signifie monde corrompu pour l'ego ? Cette idée de monde corrompu laisse transparaître un jugement et une dualité qui proviennent de l'ego spirituel. On a parlé à plusieurs reprises de ces médailles à 2 faces. Incorruptibilité versus corruptibilité. Moralité versus immoralité. Justice versus injustice. Pureté versus impureté. Vérité versus mensonge. On est toujours dans la dualité et la main prise dans le pot de confiture, si je puis dire. Si tu reviens à toi, ça te ramène à ta propre corruptibilité. Et cette corruptibilité s'inscrit à 2 niveaux, sur le plan physique et sur le plan psychologique. Tout d'abord, au niveau du corps physique, quand on parle de corruptibilité du corps, dans le sens littéral du terme, on parle de la dégradation du corps et de la matière dans le processus de la mort. Dans ce cas, ce qui est corruptible signifie ce qui est putrescible. Ce monde corrompu est effectivement un monde putrescible, c'est-à-dire soumis aux forces astrales qui le gouvernent, ces forces astrales qui appartiennent au monde de la mort et de la mémoire. Maintenant, au niveau psychologique, cette idée de monde corrompu, pour l'ego, renvoie à des mémoires de corruption, de dépravation et d'abus de pouvoir, beaucoup d'expériences qui ont engendré de la culpabilité, avec cette interrogation aujourd'hui qui est en train de s'actualiser en toi, c'est-à-dire, face à ce monde corrompu, suis-je enfin libre moi-même de toute corruption ? Ou encore, face à ce monde corrompu, suis-je en capacité de ne pas me laisser contaminer par la corruption du monde ? Il y a donc un doute sur ce point, avec la crainte que ce monde corrompu puisse de nouveau te contaminer. Mais la peur du système dont on a parlé, c'est exactement la même chose. En réalité, ce doute montre juste que c'est en train de s'actualiser en toi. Je te renvoie notamment à l'étape précédente et à cette empreinte de magie noire qu'on a abordée. Maintenant, le deuxième niveau de lecture,
qu'est-ce que ce monde corrompu peut bien signifier pour les sens? Cela signifie un monde dont le lien a été rompu avec, ce qui nous ramène à la chute primordiale et à la culpabilité originelle liée à cette chute. La descente dans la matière est donc vécue comme une séparation, mais aussi comme une dégradation de l'énergie source. Autrement dit, la matière est perçue comme une corruption de la lumière. Ce que je suis en essence, en tant que pure lumière, a été altéré et perverti lors de cette descente en incarnation. Je perçois donc le plan matériel comme un plan corrompu, et cette perception m'est confirmée par mes sens physiques qui ne me permettent pas de voir la lumière, qui se cache au fin fond de la matière et qui sous-tend le plan de l'atome. Et ces sens physiques entretiennent inlassablement cette illusion de la matière et par extension la vision de cette corruption originelle de la lumière. Il s'agit donc d'une distorsion qui repose sur une forme de dissociation par rapport au monde de la lumière lors de la descente sur le plan matériel. Et pour aller plus loin, si on va chercher la racine qui se trouve dans les profondeurs de l'être incarné, on va retrouver une blessure d'impuissance, c'est-à-dire une incapacité fondamentale à intégrer l'infinité de la lumière dans un corps physique mortel. Ce qui est fini et mortel est donc un état dégradé de ce qui est infini et immortel. Ce monde est corrompu. Abordons maintenant le troisième niveau de lecture. Qu'est-ce que peut bien signifier le monde corrompu pour l'être centrique? L'être centrique n'est plus soumis à la conscience planétaire expérimentale. On pourrait dire qu'il est incorruptible. Par conséquent, le fait que ce monde soit corrompu ou pas n'a absolument aucune importance pour lui parce qu'il ne vit plus émotivement ou selon une échelle de valeurs, mais suivant des principes qui lui sont dictés par sa conscience. Cela n'affecte donc pas son état d'être. Un ego spirituel, par contre, peut ne pas être dupe de l'illusion ou de la pièce de théâtre qui se joue sous ses yeux, mais il en souffre malgré tout. L'être centrique, lui, n'en souffre pas. Il vit dans un champ d'énergie qui assure son équilibre sur tous les plans, y compris matériel, parce que cet équilibre est indispensable au travail qu'il a à faire sur ce plan. Un travail qui obéit à un agenda extraplanétaire et non planétaire. Pour aller plus loin, je te propose, Léa, de fermer les yeux, de prendre un temps de silence et d'aller revisiter un peu ce monde corrompu. Ce monde paraît corrompu s'il est vu depuis une vision aplatie ou tronquée. Une vision aplatie étant une vision même pas 3D, c'est une vision 2D, en 2 dimensions. Tout est écrasé. Mais dans une vision élargie, ce monde peut apparaître juste et ordonné à l'image de l'aigle qui est capable d'embrasser le monde d'en bas, à la fois dans son ensemble, mais aussi dans ses moindres détails. Or, l'aigle voit simultanément l'infiniment grand et l'infiniment petit, la grande image et la petite image, qui s'emboîtent parfaitement. Sa vision n'est pas tronquée, ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc l'aigle observe le monde d'en bas avec un regard à la fois englobant et extrêmement affûté, tout en étant totalement détaché de ce qu'il voit. Sans que là, il y a des filtres qui se détachent de tes yeux, comme des voiles qui tombent, de nouveaux voiles subtils,
qui sont des voiles mentaux. Ce mental qui a été beaucoup sollicité durant cette semaine avec le baume hémisphère cérébraux. Et bien là, c'est comme si le terrain avait été préparé pour que tu puisses relâcher et laisser se détacher de toi, tu sais, comme un vieux pansement que tu as gardé très longtemps sur la peau et qui se détache à un moment donné. Ça ne tient plus, ça ne colle plus, ça n'adhère plus. Tu peux laisser tout ça se décoller, tomber au sol et se désagréger. Et du point de vue de l'aigle, que peut bien signifier la corruption du monde terrestre? Pour l'aigle, qui le survole? Absolument rien. Tu peux le regarder comme l'aigle, sans en souffrir, sans douter pour la scolarité de ton fils, sans douter de ta potentielle corruptibilité, sans douter de ce milieu hospitalier qui peut t'accueillir le moment opportun, sans douter de ce nouveau partenaire de vie qui est là à tes côtés et qui a l'intention d'y rester. L'aigle regarde ce monde, le survole, et il le regarde sans en souffrir et sans douter. Il en est exactement de même pour l'être centrique, qui est dans ce monde et non pas de ce monde, pour y accomplir une tâche précise. Et il est guidé à chaque instant dans ce seul et unique but. Alors, comment te sens-tu, Léa ? Je me sens en réception totale mais non mentale de tout ce que tu viens de me dire. En fait, mon cerveau est complètement éteint. L'information me pénètre vraiment comme si ça rentrait dans mon corps à travers tous les pores et pas forcément que à travers la porte de ma tête. C'est là, dans cette sphère crânienne, que se joue la descente de la lumière dans l'homme. Donc, il s'agit de créer un électrochoc pour faire bugger le mental ordinaire, court-circuiter cette aliénation mentale dont j'ai parlé, mais pour te permettre d'accéder à un autre type de mental, qui est le mental supérieur appelé le supramental. On passe sur un autre plan mental. Mais on ne peut pas accéder à ce plan mental tant qu'on n'a pas court-circuité, mis en échec le mental ordinaire de l'être humain qui est coincé dans cette aliénation mentale. Et c'est intéressant qu'on parle de l'aliénation mentale dans cette dernière étape qui a été savamment préparée par l'étape précédente avec la glande pinéale qui consistait à sortir d'un état hypnotique à cause de résidus mémoriels. Encore une fois, c'est terriblement intelligent. Plus globalement, par rapport à ce qui se détache de cette dernière étape, on peut observer une harmonisation en continu du principe masculin qui se poursuit et qui s'ancre dans ta vie. Une petite difficulté à accepter ce qui est tel quel, avec des restes de doute, de crainte sur la radicalité, ce monde corrompu, l'incrédulité, blablabla, avec un manque de présence dans le corps et dans le présent, mais qui est en train de s'actualiser suite à notre échange d'aujourd'hui. Et enfin, une mise à jour profonde de tes structures mentales. Et encore une fois, c'est pas un truc qui te semble être intelligent et que tu vas adopter comme point de vue. C'est vibratoire. C'est vibratoire. Donc, le mental a simplement besoin de temps pour s'ajuster, et c'était bien le but recherché avec ce baume. Le mental a besoin de repos, de passer en mode silencieux,
en mode avion. Tu viens de le vivre là tout de suite. Pour que tu puisses profiter et t'envoler vers ta nouvelle vie. Donc, le baume hémisphère cérébraux est bien en cours et il va se poursuivre dans les jours et les semaines à venir. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Léa ? Tout a été dit et je suis en train de prendre la mesure de cette année écoulée. Je reprends une capture mentale, visuelle d'il y a 1 an et là, aujourd'hui, justement dans cet état-là, actuellement, de grande simplicité, où tout me semble évident, là, quand on se parle et je trouve ça vraiment chouette. Voilà, on est passé de l'aigle à la chouette. Mais la vision de la chouette est pas moins performante que celle de l'aigle. Alors, puisqu'on est dans ce baume hémisphère cérébraux, on voit bien qu'il y a encore des restes d'agitation autour de questionnements, tu vois. C'est-à-dire, tu vis quelque chose, puis tu questionnes ce que tu vis. Puis tu reçois une information, puis tu questionnes ce que tu reçois. Tu vois, ce phénomène de questionnement qui est typiquement mental et relativement aliénant aussi. Je vais vous proposer un décryptage du phénomène du questionnement, qui est une mécanique mentale que chacun d'entre vous peut vivre à différents degrés. Or, la descente de l'esprit dans l'homme, qui passe par les structures mentales, se manifeste en 4 temps, pourrait-on dire. Il y a tout d'abord un temps pour se poser des questions. L'ego commence à s'interroger, bien souvent suite à un choc vibratoire assez violent. Donc, il sent que quelque chose cloche et il cherche des réponses. Ce choc vibratoire, naturellement, a été provoqué par l'esprit. Puis, il y a un temps pour commencer à recevoir des réponses. Sauf que ça a pour effet de faire émerger de nouvelles questions et de faire croître le besoin de réponse. Puis vient un 3e temps qui est le temps de la fatigue mentale, de la lassitude et du lâcher-prise. L'ego est ajusté et abandonne progressivement les questionnements sans fin pour finalement accepter de ne plus rien savoir et de ne plus rien comprendre. L'ego est acculé dans l'angle du mur. Il est coincé. Il est rendu au bout du bout du bout. Et c'est un point de bascule. Et enfin, vient le temps qui consiste à ne plus rien chercher du tout. Le contact vibratoire est établi. C'est aussi la fin de la quête, la fin des questionnements, c'est-à-dire que les informations arrivent sans même poser de questions. Voilà un peu les 4 temps dans l'évolution du phénomène de questionnement qui correspondent à la descente de l'esprit dans l'homme. À vous de voir où vous vous situez dans ce processus. Pour ma part, l'étape 3 qui consiste à accepter que je ne sais rien, je dois dire que ça a été un vrai soulagement. Et l'étape 4 qui consiste à avoir accès à de l'information à tout moment, eh bien c'est pour moi un délice permanent. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue et un courant continu d'informations, mais attention, centricité oblige, c'est moi qui décide quand j'ouvre le robinet et quand je le referme. Et quand vous avez accès à de l'information, vous n'êtes plus aussi intéressé par le fait de tout savoir. Un être centrique n'est ni intéressé par le savoir, ni intéressé par la connaissance, ni intéressé par la vérité. Il est libre. Et ça, Léa, je peux te dire que ça a bien de l'allure. Je confirme. Voilà ce qui se profile à l'horizon pour toi. Ce voyage est un voyage sans retour. J'ai quasiment l'impression que le voyage commence maintenant véritablement. Il y a eu un premier voyage, mais là c'est vraiment, on largue les amarres et on vogue dans cette liberté. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, si tu devais résumer en un mot ou en une phrase ton expérience avec ce dernier baume sonore, qu'est-ce que tu pourrais en dire, Léa ? Court-circuiter les anciennes formes pensées.
Well done. Puis tu as été bien aidée et bien assistée par tous les hommes qui ont gravité autour de toi cette semaine. Oui, et je ressens beaucoup d'amour, de gratitude et une forme de respect pour chacun d'entre eux aussi, et même pour Jonah dans sa forme d'enfant, mais qui m'enseigne beaucoup. Et c'est vrai que ces 3 protagonistes ont été des alliés extrêmement précieux pendant cette semaine. Bravo, c'est une belle réconciliation du masculin et du féminin. Nous arrivons maintenant à la fin de ce voyage. Alors, nous avons prévu toutes les deux de nous retrouver encore une fois pour un épisode un peu spécial en forme de débrief, histoire de faire le point sur l'ensemble de ce voyage. Aucune date n'a encore été fixée, d'autant que, je dois vous le dire, j'ai grand besoin de faire une pause de mon côté. Mais si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube ou à la newsletter Tenso, vous recevrez l'information le moment venu. Alors, une fois n'est pas coutume, Léa, mais à cet instant, j'ai une faveur à demander à tous nos auditeurs, vous tous qui nous écoutez et qui nous suivez depuis le début de ce voyage. Si ce podcast vous a éclairé, s'il vous a aidé à désencombrer votre demeure, à vous libérer de vos charges, à démonter les constructions de l'ego, si ce podcast vous a aidé à comprendre ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez, eh bien, merci de partager ce podcast, de le diffuser autour de vous afin que d'autres puissent en bénéficier à leur tour. Et pour cela, vous trouverez en description un lien de partage vers la playlist qui vous donne accès à l'intégralité des épisodes. Alors, pour la petite info, sachez que 2 autres podcasts sont également disponibles sur ma chaîne YouTube, La traversée de Myriam et Les rencontres autour des baumes, soit au total plus de 60 épisodes avec le voyage de Léa, que vous pouvez écouter ou réécouter pour nourrir et soutenir votre propre processus de transformation. Et enfin, Léa, la promesse initiale de ce voyage était de te ramener au centre, dans ton centre et au plus près de ton essence fondamentale. Qu'est-ce que tu en dis ? Je dis, la promesse est réussie, accomplie et tutti quanti. Et plus encore à venir, te voilà aujourd'hui installé dans ta nouvelle demeure avec un nouveau compagnon et à l'aube d'une nouvelle vie avec de nouvelles activités, une nouvelle créativité et des hémisphères cérébraux qui s'ajustent. Merci Léa du fond du cœur pour tous ces partages. Merci pour ton engagement et pour ta formidable capacité à transmettre ce que tu vis et ce que tu es avec beaucoup d'authenticité, mais aussi d'intelligence. Je dois dire que j'ai beaucoup appris personnellement durant ces 22 étapes et ce fut donc aussi pour moi un beau voyage initiatique. L'été arrive à point pour nous permettre d'intégrer tout ça. Donc je te souhaite et je vous souhaite un très bel été, une belle intégration, un bon repos et ma très chère Léa, je te dis bon voyage pour la suite. Un immense merci à toi Irine, merci à tous nos auditeurs, merci pour vos retours, à très bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.